Le nouvel ordre international. Il s'agit d'un ordre mondial. Une gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. La gouvernance mondiale. Une gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. Un nouvel ordre international. Nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale. A new world order. A new world order. A new world order. A world order. An interdependent world order might be built. Imaginez, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. On voit que la mise en pratique exige des masses, la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il faut viser le gouvernement mondial. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Je sais pas, mais c'est ça qu'il faut viser. La prise de contrôle de l'Amérique, puis du reste du monde, par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels ou aussi expéditifs soient-ils, comme de fortes sécheresses, provoquées par des guerres climatiques, menées secrètement à l'aide de polluants aériens et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence, ou en générant délibérément des situations qui justifient un état de guerre permanent, afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir, grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act, qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale. Par la militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des États-Unis, la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié, la mainmise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées et venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer. La prise de contrôle de l'Amérique. Par des élites de différentes nationalités, un groupe bien huilé et bien armé qui sélectionnera, tuera et soumettra le peuple. Et ça se passe en ce moment même. Ça se passe tout autour de nous. C'est le calme avant la tempête. Ça commencera sans doute juste avant le week-end. Les banques annonceront une fermeture temporaire de leur système informatique pour raison de sécurité. La monnaie numérique disparaîtra. Ils peuvent nous voler notre argent? S'en suivra une détonation de bombes à impulsion électromagnétique qui coupera les principaux réseaux électriques. On croira à un attentat contre l'Amérique par des terroristes.
Aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins, dans les magasins de grande surface, des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Mais alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir
suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les débits. Ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques, mentales, et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à la tendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi... Est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle qui irait avec une normalisation, une globalisation du stockage des données? Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, imaginer un organisme qui contrôle, qui régule ce stockage des données et leur légitimité à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. C'est en effet une grande question, parce que toutes ces technologies dont on parle sont aujourd'hui pas tout à fait compatibles, même pas du tout compatibles, et il y a un vrai problème et une vraie difficulté qui se pose là. Peut-être est-ce même souhaitable, puisque ça permet d'éviter que ces fichiers soient compatibles, puisque on le sait bien que la protection de la vie privée exige l'incompatibilité des fichiers, au moins leur incommunicabilité. L'incompatibilité est la meilleure façon de protéger contre la communicabilité. Mais il y a une évolution qui va plutôt dans le sens de la possibilité de créer les conditions de cette communicabilité. C'est ce qui s'est passé sur Internet, où il y avait au départ quelques risques de processus différents, et il y a un processus qui s'est identifié avec toutes les technologies ou les sociétés qui se sont mises en place pour permettre une homogénéisation d'Internet. Je dis ça pas par hasard, parce que en fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui est beaucoup plus vaste que la dimension de la RFID, qui vont permettre, ayant une adresse Internet, de communiquer avec d'autres. C'est-à-dire une adresse email ou une adresse Internet qui leur crée un mini-site? Une adresse Internet, et ayant une adresse Internet et une capacité de recevoir ainsi des messages, elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose se passe. Donc toute la domotique va être révolutionnée par la RFID et son évolution vers l'Internet des objets. Et s'il y a Internet des objets, c'est-à-dire que si il y a, ça a déjà commencé,
Si Internet des objets se généralise, alors évidemment, ça sera très homogénéisé. Que se cache-t-il derrière cette dénomination qui fleure les États-Unis d'Amérique? Il me plante partie, mais il s'agit tout simplement d'un truc organisé par des biohackers suédois qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri, ça permet ensuite de passer les portiques en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Donc il est de la plus grande urgence, et je rappelle que je l'ai mentionné dès mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011, l'UPR exige l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, exige la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour rendre le puçage des êtres humains quelque chose qui doit être assimilable à un crime contre l'humanité. La deuxième chose que je dis, c'est que malheureusement, c'est pas la tournure que les événements prennent. Déjà, ça se pratique aux États-Unis, mais ça se pratique même sur le territoire de la République française. Et je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le caractère extraordinairement pernicieux de la façon dont cette affaire est en train d'arriver. Si un dictateur disait « j'ai décidé de pucer toute la population », bien entendu, ça susciterait une levée de boucliers. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font? On voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing, qui a été lancé depuis à peu près une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent c'est génial, maintenant je vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin, je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal, je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique. Vincent n'a plus besoin de badge pour entrer dans son entreprise. Grâce à une puce électronique qu'il s'est implantée sous la peau, un geste de la main suffit. Comme vous le voyez, c'est juste une petite puce. Nous utilisons une version stérilisée qui vient des États-Unis. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une révolution technologique. Nous devons trouver des moyens de rendre la vie plus facile et je pense que cette puce en est un. 8 des 12 salariés de cette entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies ont adopté ce dispositif sur la base du volontariat et à titre d'expérience ludique. Grâce à cette puce implantée sous la peau par un perceur-tatoueur professionnel, les employés équipés peuvent désormais s'identifier plus rapidement sur leur ordinateur. Ça ne m'a pas fait mal et maintenant je la montre à tout le monde. Regardez, j'ai une puce électronique dans la main. Mais pour l'instant c'est un gadget.
nous essayons de développer d'autres applications en relation avec cette puce. Certains salariés ont en revanche refusé ce nouveau système, à l'image de Syl. Si c'est juste pour ouvrir une porte, ça ne vaut pas le coup. En plus, on ne connaît pas les conséquences éventuelles, car nous sommes les premiers à essayer. Un principe de précaution que les associations de défense des droits de l'homme appellent également à adopter. On a véritablement une intrusion dans le corps d'un individu. Il y a évidemment des risques de traçabilité, donc on parle de facilité, de sécurité, en effet, mais les données doivent également être sécurisées au maximum. Et donc ces puces qui sont lisibles à distance, cela pose une série de questions évidemment. Si cette technologie est une première en Belgique, elle est déjà utilisée aux États-Unis ou en République tchèque, notamment comme moyen de paiement sans contact. Et si votre employeur vous proposait de vous faire implanter sous la peau une puce électronique en remplacement du badge pour accéder à l'entreprise? C'est ce qu'a suggéré à ses employés le dirigeant d'une société belge spécialisée dans le marketing digital, et certains d'entre eux ont joué le jeu avec beaucoup d'enthousiasme. D'autant que ce procédé permet aussi, en approchant la main du clavier de son ordinateur, de le déverrouiller sans avoir à taper son mot de passe. On peut aussi activer la photocopieuse ou encore payer ses consommations à la cafétéria sans avoir besoin de sortir son portefeuille. L'expérience n'est pas nouvelle, elle a aussi séduit les salariés d'une entreprise suédoise, mais aussi les clients d'une boîte de nuit à Barcelone. C'est ludique, pratique, certes, mais si anodin, car cette micropuce permet potentiellement de géolocaliser les salariés et même de surveiller leur temps de présence. Et qu'en est-il des risques sur la santé? A-t-on suffisamment de recul pour dire que ce corps étranger, qui expose son porteur à des champs électromagnétiques, est totalement inoffensif? Madame le procureur, en quoi cette technologie vous semble-t-elle efficace mais aussi compatible avec nos règles juridiques? Je pense que cette technologie s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, à un moment où on veut simplifier la vie des individus, la vie des salariés. Là, il se trouve en fait l'idée est venue à un employeur alors que les salariés perdaient quotidiennement, très régulièrement leur badge. En fait, c'est ni plus ni moins l'implantation d'un badge au niveau de la peau et il faut dire que ce badge contient très peu de données. Alors au niveau des respects de la vie privée, je tiens à dire que finalement cette puce qui est implantée sous la peau contient beaucoup moins de données qu'un smartphone. Là, je sais également que la CNIL a émis des réticences sur cette technologie. Cependant, les données personnelles sont extrêmement réduites et c'est ni plus ni moins un badge, si ce n'est qu'il est caché sous la peau des salariés. Et je pense que ça va les aider et fluidifier l'arrivée des salariés dans l'entreprise au quotidien. Je tiens à dire que l'implantation de ces puces sous la peau des salariés, évidemment soumise à leur accord et à leur information, et ils doivent être parfaitement éclairés. Donc à partir du moment où ils ont donné leur accord, c'est évidemment faciliter leur quotidien. Merci Madame le procureur. Maître, pensez-vous au contraire que cette technologie menace nos libertés et même notre intégrité physique? Madame le Président, implanter une puce électronique n'est certainement pas un acte anodin, comme l'explique Madame le procureur. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les implants médicaux, par exemple les pompes à insuline, les implants auditifs, les stimulateurs cardiaques, et j'admets bien volontiers qu'ils ont permis d'améliorer de façon significative la vie au quotidien des personnes qui en bénéficient. Mais nous parlons des autres implants, nous parlons des implants de confort, des implants à visée récréative, et cela questionne très sérieusement la société dans sa globalité et l'individu également. Nous sommes en contradiction flagrante avec les droits et libertés fondamentaux. Ces puces instaurent un traçage permanent, continu. Nous sommes ici en atteinte directe au droit au respect de la vie privée, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a également la Charte européenne des droits fondamentaux, la dignité de la personne humaine. Est-ce qu'on va implanter une puce à un être humain comme on le fait pour un chat, un chien? Est-ce qu'on va suivre ces personnes de cette manière-là? Il y a les principes d'égalité également. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la collecte des données va pouvoir justifier des discriminations. Ceux qui vont avoir une puce vont peut-être bénéficier de certains avantages en termes d'assurance parce qu'ils vont pouvoir être suivis là où d'autres ne le feraient pas. Donc il va y avoir une discrimination à ce niveau-là, thème sur lequel il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Et puis il y a un principe fondamental qui est celui du non
profit du corps humain, la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc nous avons toute une série de textes pour rappeler que cette technologie n'est absolument pas en phase avec le droit, qui ne peut pas aujourd'hui apporter de garantie. Donc si nous devions aller plus loin, il faudrait instaurer un principe de précaution, il faudrait mettre en place des mesures drastiques de sécurité, parce qu'il y a peut-être peu de données, mais on peut en faire quelque chose. Et puis il faudra prévoir un droit au silence, une possibilité de droit à la déconnexion. C'est quand même un sujet de pleine actualité. Doit-on remplacer les badges par des puces électroniques implantées sous la peau? À vous de juger et de voter. Il faut que la classe politique, qui est une espèce de mafia tenue par l'oligarchie, dégage, et que ce soit désormais des Français venus de l'ensemble du peuple français qui reprennent les manettes et qui réimposent une démocratie et un avenir à notre pays.